Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier le chapitre de sociologie sur comment est structurée et hiérarchisée la société française actuelle. On va diviser ce chapitre en trois parties. Dans un premier temps, on va voir les différents facteurs qui structurent et hiérarchisent la société française. Et donc, on va démarrer par définir une inégalité. Une inégalité, ça va être une différence d'accès à des biens, à des positions qui vont être socialement hiérarchisées. Donc ne pas confondre inégalité et différence. Les inégalités sont source de hiérarchie, pas les différences. Alors on a 7 facteurs qui structurent l'ordre social. Tout d'abord, on va voir les facteurs économiques. On a 3 qu'on va vraiment étudier. On va voir le diplôme, effectivement, que vous soyez peu ou pas diplômé versus diplômé du baccalauréat, du supérieur, licence, master, doctorat. Vous allez évidemment avoir accès à des biens et des services socialement différenciés. Vous allez avoir des revenus différents. Donc c'est un deuxième facteur. Effectivement, plus vous allez avoir des revenus importants, plus vous pourrez avoir accès à des biens, à des services, à des loisirs, à des pratiques sportives, effectivement. Ensuite, ce diplôme et ces revenus vont fortement être corrélés à votre profession et catégorie socio-professionnelle, ce qu'on appelle les PCS ou encore les CSP. Vous savez, c'est la nomenclature établie par l'INSEE avec différents critères. Je ne vais pas forcément y revenir. Vous avez les employés, les ouvriers, les agriculteurs exploitants, les cadres, les professions intermédiaires, les artisans commerçants. Et donc, effectivement, selon votre métier, selon votre place dans la PCS, vous n'allez pas avoir les mêmes modes de vie, que vous soyez ouvrier, que vous soyez cadre. Vous allez effectivement avoir des modes de vie différents, des loisirs, des passions différentes. Tout cela avait été étudié par Pierre Bourdieu dans ce qu'il appelle l'espace social. Alors effectivement, que vous aimiez le bridge, faire de la chasse ou encore lire des livres, aller à l'opéra, lire Le Figaro ou Le Monde, et bien tout ça, ça va tout simplement donner des indices sur votre position dans l'espace social. Ensuite, on va avoir des facteurs qui vont plutôt être socio-démographiques. On en va en compter deux. Ça va être tout d'abord la position dans le cycle de vie. Globalement, c'est votre âge. Effectivement, plus vous êtes jeune, plus vous allez avoir une probabilité importante d'avoir des emplois à temps partiel, des emplois précaires. Que vous soyez étudiant ou pas, ça va tout simplement augmenter votre probabilité d'être sous le seuil de pauvreté. Je rappelle, c'est 60% du revenu médian. Et en général, quand vous êtes plus âgé, quand vous êtes senior, vous disposez d'un patrimoine plus important. En règle générale, vous êtes propriétaire. Donc, il y a moins de probabilité que vous soyez sous le seuil de pauvreté quand vous devenez un peu plus âgé. On va avoir un autre facteur, ça va être le sexe. Vous le savez aussi bien que moi, les hommes et les femmes n'ont pas la même position dans l'espace social en France aujourd'hui. On va prendre deux exemples. Les 40 entreprises les plus importantes de France, les entreprises du CAC 40, on a 0 femmes patronnes, PDG d'entreprises du CAC 40, alors que 98% des aides-soignants et des infirmières sont des femmes. 2% des ouvriers du bâtiment sont des femmes. Donc là, on a vraiment des métiers qui vont être très genrés et des positions dans l'espace social qui vont être extrêmement séparées. On va avoir d'autres facteurs, notamment donc des facteurs plutôt socio-culturels. La composition du ménage, je ne vous apprends rien si je vous dis que les personnes célibataires sans enfants ont une probabilité plus importante d'être sous le seuil de pauvreté. De même que les familles monoparentales. Je vous le rappelle, 40% des familles monoparentales aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté. C'est 4 fois plus que dans les familles dites nucléaires, c'est-à-dire 2 parents et plusieurs enfants. Et enfin, on va avoir le facteur du lieu de résidence. Effectivement, que vous viviez dans un centre-ville, dans une zone périurbaine ou dans une zone rurale, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes loisirs, aux mêmes biens culturels, aux mêmes bibliothèques, musées, opéras ou également aux mêmes services publics. Vous devez probablement connaître ce qu'on appelle les déserts médicaux dans les zones rurales reculées de France. Il est très compliqué de trouver un hôpital, de trouver une maternité, de trouver tout simplement un médecin. Donc, dans un second temps, maintenant, on va parler des principales évolutions de la structure des emplois en France depuis la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire globalement depuis 1950. Elles sont au nombre de 4. On va avoir la salarisation, on va avoir la hausse des qualifications, on va avoir la tertiarisation et enfin la féminisation des emplois. Alors tout d'abord, on va parler de la salarisation. C'est quoi? Tout simplement, c'est l'augmentation du nombre d'emplois salariés dans l'emploi total. Un chiffre, aujourd'hui,
90% des emplois sont des emplois salariés. On a donc de moins en moins d'indépendants. Pourquoi? On a de moins en moins d'indépendants. Rappelez-vous, c'est la PCS artisan commerçant. On a de moins en moins d'artisans parce que tout simplement, ils sont mis en concurrence face à des usines dans les pays à bas coût. Ils sont délocalisés. Donc effectivement, on a de moins en moins d'artisans qui sont également remplacés par les robots, le fameux remplacement par le progrès technique. On a également de moins en moins de commerçants indépendants parce qu'ils sont en concurrence directement avec les grandes surfaces et les grandes distributions des grandes surfaces qui sont en banlieue périurbaine justement. C'est pour ça que nos centres-villes, qu'on appelle, se dépeuplent, comme on peut le remarquer dans différentes villes de taille moyenne. On va également avoir de plus en plus de salariés pour une bonne raison, c'est que durant la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu un développement des droits liés au statut de salariat. On a eu le développement des congés payés et de la semaine de 40 heures par le Front populaire en 1936. On a eu la création d'un salaire minimum en 1950, renommé SMIC en 1970. On a eu ensuite eu la semaine de 39 heures, puis la semaine des 35 heures en 2002. Donc tout ça font que tout simplement le salariat s'est développé au détriment des indépendants, même si on remarque depuis une dizaine d'années que les indépendants, avec la création du statut d'auto-entrepreneur, se développent un petit peu. Donc en deuxième évolution, on va voir la hausse des qualifications. C'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est lié à la massification scolaire. Il y a de plus en plus de personnes, d'individus qui vont être diplômés de l'enseignement supérieur, notamment tout simplement pour répondre aux besoins de l'économie, d'avoir des personnes très qualifiées pour utiliser des robots, des ingénieurs, des architectes, donc des emplois notamment très abstraits qui ont besoin de projets techniques. Donc on a une hausse des qualifications dans notre pays aujourd'hui. On va également avoir la féminisation des emplois. Donc la féminisation des emplois, c'est la hausse du nombre d'emplois occupés par des femmes dans l'emploi total. Aujourd'hui, on a à peu près 48% des emplois sont occupés par des femmes. C'est à peu près équivalent aux hommes. Deux facteurs vont expliquer cette féminisation des emplois. Le premier facteur, ça va être durant les 30 glorieuses, on a la consommation de masse, on a les personnes qui sont de plus en plus riches et ont envie d'acheter des produits électroménagers, ont envie d'acheter une voiture, de partir en vacances, en voyage. Et le seul salaire du mari ne suffit plus pour acheter ses biens et ses services. On a besoin d'un deuxième salaire. Donc c'est pour ça que les femmes sont mises à travailler, c'est-à-dire à rentrer dans le marché du travail parce qu'elles travaillaient avant, mais c'était plutôt ici lié au statut de femme au foyer qui n'était pas active au sens de l'INSEE. Et on a également la volonté d'indépendance des femmes. En 1965, les femmes ont le droit à avoir leur propre chéquier. Donc tout ça est lié aux évolutions également des droits des femmes qui sont développées au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et enfin, on va avoir la tertiarisation des emplois qui est très fortement corrélée à la féminisation. Pourquoi? Parce que les femmes, en règle générale, occupent la PCS employée, notamment les aides-soignants, les infirmiers. Et donc, c'est des secteurs qui sont très féminisés. Donc, c'est du secteur tertiaire, ça a augmenté la tertiarisation des emplois. Et la deuxième raison, le deuxième facteur, donc ça va être la théorie du déversement de l'emploi du démographe Alfred Sauvy. Ce monsieur estimait que les emplois du secteur primaire au début du XXe siècle sont déversés dans le secteur secondaire. Pourquoi? Parce que les ouvriers agricoles ont été remplacés par les machines, par les robots, par les tracteurs. Et se sont donc déversés dans le secteur secondaire, les usines, les ouvriers. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les ouvriers sont remplacés à la fois par des robots et subissent la délocalisation dans les pays à bas coût. Donc ces personnes du secteur secondaire se déversent dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les secteurs des services. Aujourd'hui, plus de 75% des emplois sont des emplois du secteur tertiaire. Donc, dans un second temps, maintenant, on va voir la théorie des classes sociales selon Karl Marx et selon Max Weber. Alors, tout d'abord, on va donner un peu de contexte historique. On est au début de l'industrialisation de masse durant la révolution industrielle, vers les années 1820-1850. On a ce qu'on appelle un exode rural massif. Les personnes quittent les campagnes pour aller travailler dans les villes qui se développent. Sauf que les conditions de travail sont extrêmement compliquées. Dans ces villes, les ouvriers travaillent des dizaines d'heures par jour, n'ont pas de journée de congé, c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc on a un Allemand, un sociologue, philosophe, économiste qui s'appelle Karl Marx, qui va estimer que la société va être divisée en deux, elle va être bipolarisée. Entre d'un côté les bourgeois qui détiennent les capitaux, l'argent et les moyens de production. De l'autre côté, les prolétaires
qui détiennent que leur force de travail, qu'ils vendent aux bourgeois face à un salaire misérable. Karl Marx va donc estimer qu'il n'y a pas de classe moyenne, que toutes les personnes artisans commerçants en classe moyenne sont vouées à rejoindre soit le prolétariat, soit la bourgeoisie. Et donc pour Karl Marx, pour qu'on puisse parler de classe sociale, il y a deux étapes. La première étape, il faut qu'on parle d'une classe en soi, c'est-à-dire partager une situation similaire. On est tous ouvriers, vous êtes tous élèves de la même classe. Avoir une situation similaire, c'est la classe en soi. Et à partir du moment où on a un sentiment d'intérêt commun, on a une prise de conscience d'appartenir à cette classe, on développe le sentiment d'une classe pour soi. Et une fois qu'on a ce développement d'une classe pour soi, qu'on veut défendre nos intérêts ensemble, selon Karl Marx, on va faire des syndicats, des coalitions, et ensuite, les prolétaires vont pouvoir se battre face à la bourgeoisie pour demander, pour avoir des revendications. Et pour Karl Marx, il y a une finalité, ça va se terminer en émeute, ce qu'il appelle en lutte des classes, le grand soir, la lutte des classes, pour que le prolétariat se révolte face à la bourgeoisie. Quelques décennies plus tard, on a un autre économiste, sociologue, Max Weber, qui va enrichir la théorie de Karl Marx. Lui, il va parler de la stratification sociale. Il va estimer qu'il n'y a pas que l'ordre économique qui compte, on a d'autres ordres. Donc effectivement, pour lui, la place dans l'ordre économique va donner les classes sociales. Mais la place dans l'ordre social, c'est-à-dire si vous avez un mode de vie plus ou moins valorisé par la société, ça va donner les groupes de statut. Et ensuite, votre pouvoir que vous pouvez avoir, ça va donner tout simplement l'ordre politique qui va donner les partis politiques. Et pour Max Weber, les trois ordres ne se recoupent pas forcément. Si on prend l'exemple d'une famille bourgeoise qui n'a plus d'argent, elle va être très basse dans l'ordre économique, mais à l'inverse, elle va être très élevée dans l'ordre social, vu qu'elle a un style de vie qui va être très valorisé. A l'inverse, si on prend Bob, un agriculteur qui est devenu millionnaire grâce à Euromillions, eh ben, il va avoir une place très élevée dans l'ordre économique, mais à l'inverse, très basse dans l'ordre social et politique. Donc les trois ne se regroupent pas forcément. Enfin, Max Weber parle de l'existence d'une classe moyenne. Et enfin, pour conclure, Max Weber estime que la lutte des classes n'est pas une finalité. Donc voici les principales distinctions entre la classe sociale de Karl Marx et la stratification sociale de Max Weber. Et enfin, pour terminer ce chapitre, on va voir si, oui ou non, peut-on parler de classe sociale aujourd'hui. Ici, on va le faire en deux sous-parties. Tout d'abord, on verra qu'on ne peut pas forcément parler de classe sociale au sens où l'entendait Karl Marx, mais que quand même, deuxième partie, ces classes sociales restent pertinentes dans la société d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, le programme va être un petit peu lourd ici parce qu'il y a des termes spéciaux qu'il faut maîtriser et qu'il faudra réutiliser. On va estimer que les distances entre les classes sociales, qu'on appelle les distances interclasses, se sont atténuées. Pourquoi? C'est ce que Henri Mandras évoque sous le terme de moyennisation de la société. Tout simplement, les pouvoirs d'achat des ménages ont augmenté depuis les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, une télévision, une voiture. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup moins de différence de l'accès aux biens et services entre les cadres, les ouvriers, les employés. Également, on va estimer que les distances à l'intérieur des classes ont augmenté. C'est ce qu'on va appeler la hausse des écarts intraclasses. Si on prend l'exemple des cadres, aujourd'hui, un cadre qui habite en Corse, qui est jeune, va avoir un style de vie, un mode de vie très différent d'une femme cadre en région parisienne. Est-ce que ces deux vont avoir les mêmes loisirs, les mêmes accès aux biens culturels, les mêmes votes? Pas du tout. Donc les écarts interclasses se sont réduits, les écarts intraclasses ont augmenté. Également, on va avoir un sentiment d'identification qui va être de plus en plus sur la classe moyenne. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, ils vont pour la plupart estimer faire partie de la classe moyenne. On a une baisse du sentiment d'identification à la classe ouvrière ou à la classe bourgeoise. J'avais fait l'exemple dans la classe en terminale. La plupart d'entre vous, vous m'avez répondu « je fais partie de la classe moyenne ». Mais la classe moyenne, c'est quoi? C'est un peu flou comme concept. Et enfin, on va voir la multiplication des facteurs d'individualisation qui vont faire reculer le sentiment d'appartenir à une classe, c'est-à-dire le sentiment de la classe pour soi. Aujourd'hui, quand vous êtes cadre, vous allez travailler peut-être en flex office, c'est-à-dire que vous allez changer de place, de lieu tous les jours. Vous n'aurez plus les mêmes collègues à côté de vous. Votre manager va vous donner des objectifs qui vont être personnalisés, des primes au mérite.
des avancements de carrière également au mérite. Ça va développer le télétravail aujourd'hui. Et donc, vous n'allez plus avoir le sentiment d'appartenir à une classe, de faire partie d'un même collectif que votre collègue si vous avez des critères de performance à respecter et que votre prime est liée à votre travail. Vous allez plutôt être en compétition face à votre collègue plutôt qu'en collaboration. Sauf que si vous êtes en compétition face à votre collègue, vous n'avez plus un sentiment commun d'intérêt pour vous défendre ensemble face au patronat. Enfin, pour conclure ce chapitre, on va voir qu'il est encore aujourd'hui assez pertinent de parler de classe sociale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a vu que les distances interclasses se réduisent, mais il n'en reste pas moins présent. Aujourd'hui, un ouvrier n'a pas le même mode de vie qu'un cadre. Le taux de chômage des cadres est beaucoup plus bas que le taux de chômage des ouvriers. L'espérance de vie à 35 ans, c'est-à-dire quand vous avez 35 ans, vous pouvez espérer vivre encore combien de temps? L'écart, il est à peu près de 6 ans. C'est-à-dire qu'un cadre à 35 ans peut espérer vivre 6 ans de plus qu'un ouvrier à 35 ans. Donc ici, les écarts interclasses n'ont pas disparu. Ensuite, on a encore des sentiments d'identification à certaines classes sociales. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, celui que tout le monde utilise, ça va être la bourgeoisie, la haute bourgeoisie parisienne. Dans le 16e arrondissement, on a l'existence de rallyes, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire des soirées, des goûters ensemble. Pourquoi? Pour se rencontrer entre eux, pour pratiquer ce qu'on appelle l'homogamie, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un et se marier avec quelqu'un de son même milieu social. Et l'un des objectifs affichés ou non par la bourgeoisie, c'est de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne serait pas bourgeois pour ne pas dilapider l'héritage. Donc ici, ils veulent garder l'héritage entre eux. C'est vraiment un sentiment d'intérêt commun, donc un sentiment de classe pour soi. De l'autre côté de l'échelle sociale, on a eu il y a quelques années l'existence des gilets jaunes, c'est-à-dire les classes populaires qui ont pris conscience de leur intérêt de classe, qui se sont rebellés face au pouvoir en place et qui ont donc fait des revendications. C'est ici un sentiment de classe pour soi. Et enfin, le dernier point, ça va être ici le fait que les théories sur le genre vont s'articuler autour des classes sociales sans les dépasser. C'est un point un peu complexe du chapitre, mais assez globalement, si je vais prendre un exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme cadre aura toujours une meilleure position qu'un homme ouvrier. Même si en règle générale, dans la société, les hommes ont une meilleure position que les femmes, mais ces positions de genre sont moins fortes entre guillemets que les positions de classe sociale. Bon, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à revenir en arrière. Il y a pas mal de notions qui ont été utilisées. C'est un chapitre qui est assez long, assez complexe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner parce que ça va être top. Allez, salut!